Avant de nous plonger dans l'affaire d'aujourd'hui, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, Aura. Si vous ne connaissez pas encore Aura, c'est une application incroyable qui assure votre protection en ligne, possède une multitude de fonctionnalités très utiles. Aura surveille le dark web pour vérifier si vos informations personnelles ont fuité et peut même superviser vos comptes de crédit et vous alerter en cas d'activité suspecte. Vous pouvez également analyser vos appareils à la recherche de logiciels malveillants, de rançongiciels, de virus et bien plus encore. Une chose que j'apprécie particulièrement est le VPN sécurisé, accessible en un clic, qui me permet de faire mes achats, mes opérations bancaires et de naviguer sur Internet en toute sécurité et confidentialité. C'est génial. Aura est vraiment simple à configurer et intègre tout ce dont vous avez besoin, ce qui vous évite de devoir télécharger plusieurs applications différentes pour obtenir des services comme le contrôle parental, l'antivirus, la surveillance du vol d'identité et des transactions, et bien d'autres. Vous obtenez tout cela pour un seul prix abordable. N'hésitez pas à découvrir Aura pour vous protéger, ainsi que votre famille, des menaces en ligne. Naviguez en toute sécurité et plus intelligemment. Rendez-vous sur le site de mon sponsor, aura.com/briefcase, pour bénéficier d'un essai gratuit de 14 jours et voir si vos informations personnelles ont été compromises. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps, jusqu'au début du 19e siècle, et pour la toute première fois sur cette chaîne, notre histoire nous mènera en Islande. C'est là que naquit Agnès Magnusdóttir, le 27 octobre 1795. Ses parents étaient des fermiers non mariés, et alors qu'elle était très jeune, son père l'abandonna, elle et sa mère. Avant même qu'Agnès n'atteigne l'âge de 6 ans, elle avait été placée en famille d'accueil chez un couple de métayers, qui vivait dans un autre village dans la partie nord du pays. À cette époque, l'Islande était un territoire sous domination danoise, une situation qui durait depuis plusieurs siècles. Cet arrangement gouvernemental signifiait que le monarque danois exerçait de beaucoup une autorité considérable sur les affaires islandaises, y compris sur les questions politiques, économiques. Des fonctionnaires danois supervisaient l'administration de l'île, et la couronne danoise influençait les politiques et les procédures. En 1820, alors qu'Agnès avait 25 ans, le pays était confronté à d'immenses défis, en particulier ses habitants les plus démunis. La majorité de la population vivait principalement de l'agriculture et de la pêche, des secteurs vitaux pour l'économie. Un problème majeur pour les plus défavorisés résidait dans la difficulté de l'agriculture. De nombreux Islandais dépendaient de l'agriculture, tentant de gagner leur vie dans un environnement naturel hostile. La géographie singulière du pays, avec ses climats rudes et son activité volcanique fréquente, rendait l'agriculture incertaine, précaire. Les mauvaises récoltes, dues au froid ou aux éruptions volcaniques, étaient courantes, ce qui entraînait souvent des pénuries alimentaires qui affectaient de manière disproportionnée les pauvres. Pour ceux qui vivaient déjà dans la misère, de tels revers étaient particulièrement dévastateurs. L'isolement de l'Islande ajoutait encore à ces difficultés. La situation géographique reculée de l'île limitait ses contacts avec le monde extérieur. Cela rendait difficile pour les plus pauvres d'accéder aux ressources essentielles qui auraient pu améliorer leurs conditions de vie, et le pays restait largement déconnecté des changements rapides et des progrès qui avaient lieu sur le continent européen. Il y avait un manque de diversification économique, ce qui signifiait que les pauvres avaient peu de possibilités d'améliorer leur situation financière. Ils étaient souvent piégés dans un cycle de pauvreté, avec peu d'espoir d'en sortir, d'autant plus que l'économie reposait principalement l'agriculture et la pêche, avec très peu d'entreprises industrielles ou commerciales dignes de ce nom. Beaucoup de gens vivaient dans des maisons en tourbe qui, bien qu'offrant une certaine protection, l'isolation contre le climat rigoureux faisait défaut, les gens s'entassaient dans des espaces confinés où l'hygiène était sommaire, ce qui favorisait la prolifération des maladies, un fléau particulièrement présent, la capitale, Råvić, la zone la plus densément peuplée. La rareté de l'accès à l'éducation entretenait le cercle vicieux de la pauvreté, car les individus avaient peu de chances d'acquérir les compétences et les savoirs nécessaires pour améliorer leur situation professionnelle et espérer s'arracher un jour aux griffes de la misère. Dans cette hiérarchie socio-économique, une petite élite détenait toutes les richesses et le pouvoir, rendant toute ascension sociale et économique quasiment impossible pour les plus démunis. Beaucoup dépendaient du bon vouloir des propriétaires terriens pour le travail et le soutien,
ce qui les laissait à la merci de l'exploitation. Agnès a grandi à une époque de difficultés économiques. Bien que peu de documents existent sur ses premières années, on peut supposer que son enfance fut rythmée par le labeur et la misère, un quotidien partagé par la majorité de ses contemporains. Cependant, la vie d'Agnès a pris un tournant décisif lorsqu'elle a rencontré Nathan Ketilson. Il était propriétaire terrien et fermier prospère, ce qui le rendait relativement aisé par rapport à la majorité de la population. Ce qui a séduit Agnès chez Nathan, ce n'était pas seulement sa position sociale, mais aussi ses multiples talents. Outre ses activités de fermier, se prétendait médecin et herboriste autodidacte. Même si Agnès était employée aux tâches ménagères, Nathan encourageait son éveil intellectuel. Il lui parlait du continent européen, des grandes villes au charme romantique avec leurs rues pavées et leurs boulevards élégants. Il lui dépeignait un tableau à 1000 lieues, du quotidien fait de misère et de dur labeur qui avait caractérisé ses différentes premières années. Grâce à lui, elle comprit qu'il existait une possibilité de s'offrir une vie meilleure. Toutefois, des rumeurs n'ont pas tardé à circuler, selon lesquelles Nathan et Agnès auraient entamé une sorte de liaison amoureuse. Beaucoup de gens trouvaient cela étrange, car ils savaient que Nathan était en réalité amoureux d'une autre femme, une poétesse locale bien connue, nommée Rosa Skald. Or, Rosa était mariée, ce qui laissait entendre que sa relation avec Nathan était pour le moins compliquée. Bien que leur liaison ne fût pas affichée au grand jour, elle n'était un secret pour personne. En effet, la communauté locale était au courant et savait que Nathan était le père de 2 des enfants de Rosa. Cet enchevêtrement amoureux complexe ajoutait une touche d'intrigue et alimentait les commérages dans la vie de ceux qui vivaient à proximité. Pour ajouter à la complexité, on murmurait que Nathan nommait Sigridur Gudmundsdottir. Le 14 mars 1828, Agnès courut à la ferme de Skaptakot pour signaler un incendie dans la maison où elle travaillait. Elle criait que 2 personnes étaient piégées à l'intérieur et que le bâtiment était la proie des flammes. Les secours sont vite arrivés pour éteindre le brasier, mais, leur grande horreur, ils ont découvert 2 corps affreusement calcinés, qui furent plus tard identifiés comme étant Nathan Ketilson, le propriétaire de la ferme, et un invité récemment arrivé du nom de Petur Johnson. Au début, on a supposé que les 2 hommes avaient tragiquement péri dans l'incendie. Mais une enquête plus approfondie a révélé une vérité bien plus sinistre. Ils avaient subi de multiples coups de couteau et un traumatisme contondant, probablement causé par un marteau, avant que le feu ne soit délibérément allumé. L'utilisation d'huile de requin attisait les flammes suggérait une tentative de dissimuler ce crime macabre. L'annonce a provoqué une onde de choc au sein de cette communauté si tranquille, et les autorités n'ont pas perdu un instant pour appréhender Agnes Magnusdottir et la jeune Sigridur Gudmundsdottir, ainsi qu'un jeune homme nommé Fridrik Sigurdsson. Après avoir interrogé les 3 suspects, ils ont été tous inculpés de meurtre. La société islandaise était à la fois horrifiée et attristée, ce double homicide, mais apprendre que 2 jeunes femmes et un jeune homme pouvaient en être les instigateurs a ajouté une couche de stupéfaction dont l'écho s'est propagé à travers toute l'île. Bien que les mobiles derrière les agissements des 3 accusés restaient flous, la population locale ne pouvait s'empêcher de supposer que leur relation amoureuse complexe avait pu jouer un rôle dans ce crime. Quelques semaines après le drame, alors que la vie reprenait son cours normal et que les noms d'Agnès, Sigridur et Fridrik n'étaient plus le seul sujet. Conversation, la compagne de longue date de Nathan, la poétesse renommée Rosa Gudmundsdottir, écrivit les vers suivants, qui saisissaient les émotions complexes qui avaient envahi la communauté à la suite de la tragédie. « Ne t'étonne pas de la tristesse dans mes yeux, ni des affres amers de la douleur que je ressens, car tu as dérobé, par tes manigances, celui qui donnait un sens à ma vie, et jeté la tienne en pâture, au diable. » Suite à cela, l'affaire des meurtres se retrouva de nouveau au premier plan des préoccupations de chacun. Le procès s'ouvrit le 14 mars 1830. Agnès, Fridrik et la jeune servante Sigridur se trouvaient au cœur d'une grave accusation. Le meurtre sauvage de 2 hommes dans une ferme isolée, nichée au cœur du Vansdalur.
L'intérêt du public était considérable, non seulement en raison de la nature odieuse du crime, mais aussi parce qu'il impliquait 2 femmes d'origine si modeste. La procédure judiciaire fut menée d'une manière typique de l'époque. Un jury composé de juges, de fonctionnaires locaux et de propriétaires terriens présidait le procès. Des témoins furent appelés et des preuves furent présentées. L'atmosphère était pesante, tandis que le destin d'Agnès et de ses co-accusés ne tenait qu'à un fil. Agnès elle-même était dépeinte comme une femme de basse condition sociale, sa réputation souillée par sa prétendue liaison illicite avec Nathan. Les mobiles de cet acte impitoyable tournaient principalement autour de la conviction que les accusés avaient conspiré pour voler Nathan, un homme considéré comme un riche propriétaire terrien. Les autorités soutenaient que Friedrich s'était entiché de Sigridur et qu'il avait nourri du ressentiment en découvrant l'intimité de celle-ci avec Nathan. Estimaient que Friedrich était le cerveau derrière les meurtres, bien que les procureurs n'aient pas réussi à présenter beaucoup de détails sur la manière exacte dont il était responsable. Le procès dura un certain temps et fut finalement renvoyé devant la Cour suprême de Copenhague. À la suite de cela, les 3 accusés furent tous reconnus coupables, condamnés à mort. Le verdict de culpabilité et le prononcé de la peine capitale marquèrent une conclusion solennelle et déchirante au procès qui avait captivé l'attention de la nation tout entière. Il fut annoncé plus tard que la peine de Sigridur serait commuée en prison à vie, qu'elle purgerait Danemark. À l'approche de la date de l'exécution, chaque propriétaire de ferme reçut l'ordre d'envoyer un représentant masculin pour assister à l'événement. Agnès et Friedrich devaient être exécutés par décapitation publique, au moyen d'une hache spéciale importée du Danemark. L'acte fut orchestré par le frère de Nathan et, dans un détail glaçant, Friedrich fut conduit jusqu'au billot du bourreau, où sa vie lui fut brutalement arrachée. Agnès, sa complice, se tenait non loin, le regard rivé sur la scène macabre. Quelques instants plus tard, le même sort funeste l'attendait, faisant d'Agnès Magnúsdóttir la dernière personne à être exécutée en Islande. À la fois Agnès, Friedrich se virent refuser une sépulture chrétienne, leur transgression étant manifeste. Au lieu de cela, leurs têtes tranchées furent cruellement empalées sur des pics, exposées à la vue de tous, le long de la route. Pourtant, en moins d'une journée, ces trophées macabres disparurent, échappant aux recherches désespérées des autorités. L'enquête s'avéra vaine, et pendant un siècle, l'emplacement des têtes demeura une énigme. En 1930, une femme de la région se manifesta avec une affirmation stupéfiante. Elle avait reçu la visite de l'esprit d'Agnès. Elle divulgua l'emplacement caché des têtes, révélant les restes perdus depuis si longtemps. L'identité des voleurs est restée enveloppée de mystère, mais une légende locale évoquait femme au foyer compatissante qui se serait sentie obligée d'enterrer elle-même les têtes lors d'une cérémonie poignante. Agnès et Friedrich, initialement inhumés près du lieu d'exécution, trouvèrent enfin le repos. Leurs corps furent réunis avec leurs têtes et reçurent une sépulture digne dans le cimetière d'une église locale. L'histoire d'Agnès Magnúsdóttir et de ce double meurtre sordide est entrée dans la légende. Grâce à de nombreux livres et documentaires, relate les agissements impitoyables d'une femme de 33 ans que beaucoup considéraient comme malveillante, un véritable monstre. Au début du mois de septembre 2017, un tribunal de fortune fut installé dans le centre communautaire d'un village situé près de l'endroit même où les 2 âmes infortunées connurent leur fin tragique. C'est là, en utilisant les documents originaux de l'enquête de 1828, que l'affaire fut rejugée, avec pour objectif principal de découvrir les motivations qui poussèrent Agnès et ses complices à commettre cet acte terrible. Il a été suggéré qu'Agnès et sa collègue servante auraient pu subir des mauvais traitements de la part de Nathan Ketilsson et que ces abus présumés put pousser 2 jeunes femmes désespérées à commettre cet acte horrible. Ce procès, fictif unique, fut méticuleusement orchestré par la société juridique islandaise, en employant un cadre juridique contemporain et des procédures modernes pour réexaminer cette affaire historique. Le verdict final, rendu par un collège de 3 juges, a abouti à une peine de 14 ans de prison pour Agnès, lui épargnant ainsi la peine capitale.
Le procès d'Agnès Magnusdottir sert de rappel brutal des pratiques judiciaires et des normes sociétales qui prévalaient au début du XIXe siècle, mettant en lumière les conditions difficiles et les droits juridiques limités auxquels faisaient face les individus à cette époque. La lame de hache utilisée pour la décapitation est exposée au Musée national d'Islande et constitue un rappel tangible d'un événement qui appartient à un sombre chapitre de l'histoire de la nation. Bonjour à tous et merci infiniment pour votre écoute. Je me suis récemment rendu en Islande et j'aimerais adresser un grand merci à deux jeunes femmes dont j'ignore le nom, qui travaillent pour le musée maritime de Reykjavik. Elles ont été d'une incroyable gentillesse et m'ont aidé avec toutes les prononciations pour l'affaire d'aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou réactions et j'espère vous retrouver tous pour la prochaine affaire.